Salut à tous. Nous allons travailler ce soir sur la littérature française, précisément sur la dissertation littéraire. Et concernant la dissertation littéraire, on va plus se focaliser sur la structure du sujet ou la structure du devoir. Nous savons que la structure du sujet, elle a deux parties qui sont le jugement ou encore le libellé qui contient la pensée dont il faille que l'on ne parle. Et il y a également la consigne qui oriente la typologie de plan qu'il faille que l'on manifeste dans le devoir concernant la partie de développement. Nous rappelons également que le devoir de dissertation contient trois parties qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement sur les problèmes littéraires et les thèses indégageables. Parce qu'habituellement, il arrive quelquefois que l'élève comprenne ce que le jugement que l'on a énoncé dans le sujet veut dire, mais ne se retrouve pas dans la formulation de la thèse ou alors dans le fait de dégager la thèse adverse ou alors la thèse qui vient compléter, ou alors la thèse qui est comme une sorte de compromis, une sorte de limite à la thèse première. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons au problème littéraire et les thèses dégageables. Il y a ici, nous avons 4 problèmes littéraires. Et il ne figure pas les problèmes étant donné la surface qui n'est pas, la surface du tableau qui n'est pas assez élargie pour permettre cela. Il y a le problème de la création littéraire, qu'on appelle encore les fondements de la littérature, qu'on appelle encore les sources d'inspiration littéraire. Là-bas, les thématiques qui se dégagent sont réalité et fiction. La réalité concerne la réalité des personnages, la réalité des lieux, la réalité du temps, la réalité des faits. Et à propos de la fiction, il s'agit de la fiction également des personnages, la fiction des lieux, la fiction du temps, la fiction des faits. Pour ce qui est du destin du héros, le problème du destin du héros est constitué quand on évoque soit la mort du héros, soit la survivance du héros. Quand on évoque la mort du héros, on dégage alors les sous-idées à l'intérieur qui sont considérées comme arguments. Ceci. La mort du héros peut être due à la solitude. La mort du héros peut être due au caractère moindre des moyens qu'il possède pour parvenir à la fin de son combat. Et à propos maintenant de la survivance du héros, la survivance du héros peut être due au fait qu'il bénéficie de la solidarité, c'est-à-dire de la contribution significative des autres acteurs, des autres personnages qui l'entourent dans le texte de l'univers textuel en question. Et sa survivance peut aussi être due au fait qu'il possède des moyens indispensables pour parvenir à la fin du combat et survivre, c'est-à-dire garder son âme en vie. Aujourd'hui, donc, pour ce qui est disposé au tableau, les problèmes que nous avons, le premier problème qui est consigné en A, le problème va être, comme vous le constatez, abrégé en PB. Problème littéraire, rôle, fonction ou plutôt finalité de la littérature. En fait, j'ai fait ici la synonyme pour que, si je donnais seulement rôle ou alors seulement fonction, et que vous voyez fait ou finalité ailleurs, que vous disiez que c'est différent et pourtant ce n'est pas le cas. Il faudra donc savoir que j'ai disposé presque la quasi-totalité de la synonymie de chaque problème en question. Si l'on parle de problème littéraire, c'est-à-dire qui est le rôle, fonction ou plutôt finalité de la littérature, le jugement va porter soit sur l'opinion, c'est-à-dire la thèse littéraire qui est la littérature épouse les problèmes sociaux, ou alors la littérature promeut l'esthétique. Maintenant, si le jugement porte sur la littérature épouse les problèmes sociaux, vous pouvez construire la première partie du développement en tenant compte des thèses, des arguments suivants. Parce que je vais donner ici, énumérer une multitude d'arguments, mais vous savez que vous n'avez que 2 arguments dont chacun est accompagné d'un exemple et d'une citation, possiblement, parce que la citation est
facultative, elle est optionnelle. Vous pouvez ne pas la mettre quand vous savez qu'elle ne va pas convenir avec eux et l'argument pour vous la disposer. Alors, lorsqu'on dit que la littérature épouse les problèmes sociaux, ça veut dire qu'elle dénonce l'écart par rapport aux problèmes sociaux. Ça veut dire que quoi? Elle critique ce qui va mal dans la société. Et alors, en argument 2 ici, on dit qu'elle apporte des solutions aux problèmes. Ça veut dire qu'elle apporte des moyens, des portes de sortie à ce qui tiraille, à ce qui dilacère, à ce qui confronte, à ce qui déchire le tissu social. Nous avons l'argument de instruire les hommes. La littérature a véritablement pour fonction de donner à l'être humain une connaissance nouvelle. C'est ce qu'on appelle instruire. Instruire, c'est donner à quelqu'un quelque chose dont il n'avait pas connaissance. Alors la littérature peut instruire les hommes. Comme par exemple lorsque nous lisons Une saison blanche et sèche, on parle de l'apartheid qui a prédominé dans l'Afrique du Sud au XXe siècle. Alors, quand vous lisez cette œuvre, vous avez une nouvelle connaissance historique et même géographique, parce qu'à l'intérieur de l'œuvre en question, il y a les aires, il y a les villes comme Johannesburg, il y a Soweto, qui sont évoquées. Ça vous fait prendre conscience que cette ville existe en ce lieu, au-delà du fait que l'histoire a fait marquer la problématique de l'apartheid à l'intérieur. Ça, c'est instruire les hommes. Maintenant, nous avons moralisé les lecteurs. Moraliser les lecteurs, c'est leur apporter des valeurs morales comme la justice, comme l'amour, comme la paix, comme la fraternité. Il a conservé la mémoire des peuples. Vous voyez bien qu'Une saison blanche et sèche a conservé l'histoire de l'Afrique du Sud au point de l'immortaliser. Nous avons aussi l'argument selon lequel sensibiliser les lecteurs sur les problèmes sociaux. Parfois, les êtres humains dans la société n'ont pas conscience du fait qu'ils sont en train de souffrir et des acteurs qui mettent cette souffrance. Et alors, la littérature vient amener, vient titiller, vient réveiller les consciences humaines pour qu'elles sachent qui est l'auteur de leur souffrance et comment s'y prendre donc. En thèse 2, alors, vous allez ressortir, la littérature promeut l'esthétique. L'esthétique, c'est le beau. Tout ce qui a trait au beau est appelé esthétique. Alors, pour manifester la deuxième partie du devoir, si tel est le cas, qui portant sur l'esthétique, vous pouvez prendre probablement exprimer le beau par l'excellence formelle. L'excellence formelle consiste à utiliser les éléments linguistiques, les matérialisations linguistiques comme les tonalités, comme les figures de style, comme les hyperbates, les figures de style comme les hyperbates, comme les hyperboles, les oxymores, etc., peut consister à utiliser une ponctuation dominante expressive comme point d'interrogation, point d'exclamation. Là, c'est exprimer le beau par l'excellence formelle. Maintenant, nous pouvons avoir l'argument de procurer le plaisir grâce à la perfection linguistique. Quand nous lisons une œuvre qui est magnifiquement disposée à travers la manipulation des éléments linguistiques, on va dire que on va y dégager un plaisir, une grande joie. On aura notre corps, nos pulsions vont nous amener à éprouver des sentiments positifs, quelquefois jamais explorés. Là, on va dire que la littérature procure le plaisir. Et maintenant, l'argument selon lequel la littérature consiste à profit de divertissement à travers les faits et la beauté, c'est que la littérature est un moyen pour amener l'être humain à jouer. C'est ça qu'on parle de divertissement, à jouer, à s'évader, à quitter ce monde routinier où les souffrances sont son quotidien, ou le promener dans des univers imaginaires. C'est ce qu'on appelle divertir. Divertir veut dire amener quelqu'un dans un lieu différent de celui où il a l'habitude d'être. Maintenant, nous avons un argument selon lequel permettre la consolation de l'âme par l'évasion. Ça veut dire que l'âme se trouve un peu régaillasse, un peu léger. Comment on dit le cœur léger? Parce que en lisant l'œuvre, on a une certaine joie et on oublie les souffrances qui restent. Nous avons un petit B, le problème littéraire, le deuxième, la relation entre l'auteur et l'œuvre. Quand on parle de la relation entre l'auteur et l'œuvre, il s'agit de quoi? Il s'agit soit de l'implication, c'est-à-dire la présence de l'auteur dans l'œuvre, soit de l'absence ou l'effacement de l'auteur dans l'œuvre. Quand l'auteur est à l'intérieur de l'œuvre, on parle de subjectivité. Quand l'auteur est hors de l'œuvre, on parle d'objectivité.
Alors la subjectivité peut se manifester à travers le fait que l'œuvre littéraire exprime les sentiments personnels de l'auteur. C'est ainsi que lorsqu'on voit par exemple, nous lisons Belle Amie de Guy de Maupassant, on trouve que la vie que le héros qui est Georges Duroy a vécu, c'est la même vie aussi, presque également, que l'auteur qui est Guy de Maupassant a vécu. Et dans cette œuvre, on trouve que le personnage central qui est Georges Duroy, c'est quelqu'un qui prend plaisir à explorer la chair intime de la femme. C'est le même plaisir que Guy de Maupassant prenait aussi parce que c'était un homme frivole, un homme infidèle. Donc, l'œuvre littéraire peut exprimer les sentiments personnels de l'auteur. Voilà les amplifications que j'ai faites. L'œuvre littéraire peut manifester les convictions personnelles de l'auteur. On lit par exemple Balafon d'Angers, c'est un prêtre, c'est un poète, également un prêtre. Mais lorsqu'on constate bien qu'il y a beaucoup de prières dans l'œuvre, cela justifie le fait que c'est un prêtre et son objectif ici, son ambition, c'est quoi? Sa conviction, c'est d'évangéliser les peuples, particulièrement africains. Là, ces convictions personnelles qui sont évangélisées le plus grand nombre d'êtres humains pour qu'ils connaissent le salut, sont ainsi mises en évidence. Et un troisième argument, on peut considérer le texte met en évidence les obédiences politiques du leader. Lorsque l'on voit par exemple Jean-Paul Sartre écrire, il écrit et on sait que c'est quelqu'un qui était partisan de l'engagement littéraire. Et quand il écrit donc, on voit que c'est une personne qui avait la conviction politique d'amener les êtres humains à l'action. Et c'est ainsi que lorsque nous lisons Les Mains Sales, cela se dévoile à l'intérieur de l'œuvre Les Mains Sales de Jean-Paul Sartre. Maintenant, en thèse 2, puisque la thèse 1 a ressorti la subjectivité, la thèse 2 va ressortir l'objectivité. L'objectivité, ici, montre que l'auteur est absent. Ici, l'absent, il manifeste plus de scientificité, il manifeste plus de neutralité. Et cette neutralité peut se justifier à travers des arguments dont l'auteur s'efface par la primordialité de la troisième personne énonciative. Donc, si l'œuvre est écrite à la troisième personne énonciative, c'est-à-dire les pronoms personnels, troisième personne, adjectif possessif à la troisième personne, pronom possessif à la troisième personne en dominance, on va dire que l'auteur n'a pas mis de son vécu, n'a pas mis de sa personne et de sa personnalité à l'intérieur de l'œuvre. Alors, un argument de l'auteur peut s'effacer en mettant en évidence les réalités sociales. C'est-à-dire, dans une œuvre, l'auteur peut parler des problèmes de la société. S'il parle des problèmes de la société, il ne parle pas de ses problèmes propres. C'est-à-dire qu'il parle de la société, il est plus objectif, et non de lui, de lui-même. Et cela se vérifie, et dans, par exemple, lorsqu'on entre dans l'œuvre Goumadimia de Rudolf, de David Bamba et moi, on trouve que là-bas, l'auteur fait ressortir la ségrégation, l'ambition de ségrégation raciale. Et l'auteur fait ressortir le patriotisme que les résistants, les compatriotes camerounais ont manifesté auparavant. Et il ressort ainsi les problématiques sociales qu'il faut que nous appliquions dans notre vie quotidienne et non sa pensée personnelle. Le héros, toujours dans l'ordre de l'objectivité, le héros manifeste la liberté dans leurs actions. On constate que les personnages textuels sont libres de modifier leur avenir. Et cela montre bien que l'auteur ne les impose pas ce que lui veut. En ce moment, on dit qu'il y a subjectivité. Le troisième problème littéraire, c'est le problème entre l'œuvre et le temps. Ici, c'est la relation. Ici, c'est la relation entre l'œuvre et le temps. La relation entre l'œuvre et le temps. Il s'agit de quoi? À un moment donné, le temps peut détruire l'œuvre. À un moment donné, le temps peut être inefficace à la décision de l'œuvre. En ce moment, l'œuvre devient éternelle. Nous avons d'abord la thèse qui évoque le fait que l'œuvre meurt avec le passage temporel. Ça veut dire que l'œuvre perd de sa valeur. Et qu'est-ce qui perd sa valeur? En argument 1, nous avons ici les idées véhiculées dans l'œuvre perdent leur valeur avec le temps qui passe. Lorsqu'on dit par exemple Patois de René Maran, qui a été écrite aux années de colonisation, c'était un Africain, René Maran.
Nous constatons qu'aujourd'hui la colonisation est finie. Ainsi, cette œuvre n'a plus de valeur pour nous parce que le thème évoqué à l'intérieur, le thème majeur, n'est plus d'actualité. On ne le vit plus. Ainsi, cette œuvre n'a plus de valeur pour nous les contemporains du 21e siècle. En deuxième argument, nous avons la forme textuelle dépérie avec l'usure du temps. Nous savons, cela peut se justifier à travers quoi? Nous avons la poésie classique. Et nous avons également la règle des trois unités au théâtre, au XVIIe siècle avec le classicisme. Dans la règle des trois unités, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu l'unité d'action, de lieu et de temps. Aujourd'hui, le théâtre s'est rendu beaucoup plus libre. Et on n'est plus obligé d'observer les 5 actes comme au XVIIe siècle. On n'est plus obligé de tourner une même action dans un même lieu. Et on n'est plus obligé d'observer les 24 heures que la règle des trois unités imposait. C'est la raison pour laquelle la forme textuelle peut donc avoir modification. Quand je parlais aussi de poésie classique, la poésie classique avec les rimes emplacées, rimes plates, rimes croisées, etc. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du 20e et du 21e siècle. Sont à l'ère de la poésie libre ou encore la poésie prosaïque. Donc, c'est cela. Maintenant, en thèse 2, jusqu'à thèse 1, on a montré que l'œuvre meurt avec le passage temporel. En thèse 2, on montre que le texte demeure éternellement utile. Qu'est-ce qui demeure utile? Ce qui meurt dans l'œuvre. Une œuvre peut être éternellement utile dans l'autre. C'est pour ça que les idées qui sont mortelles ici, elles deviennent éternelles. Les idées se renouvellent avec l'instabilité du monde. Quand on lit par exemple la légende des siècles de Victor Hugo, où il est en train de critiquer le gouvernement, la gestion de Napoléon. Ici, il est en train de critiquer l'action de faire la gestion d'un tyran. De nos jours, nous voyons encore qu'il y a des hommes politiques qui tyrannisent le peuple. Ça veut donc dire que cette œuvre qui a été écrite au 19e siècle, avec le romantisme, est encore très valable au 21e siècle parce qu'elle parle des choses que nous vivons à notre niveau. C'est en cela que réside son éternité. Et maintenant, on lit les idées. La forme aussi peut paraître toujours intéressante pour les générations futures. Comment? Comme ceci. Lorsqu'on lit par exemple les destinées d'Afrique du 19e siècle, c'est un romantique. Lorsqu'on lit les méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, la forme poétique qui était basée sur plusieurs règles encore du classicisme est encore très prisée. Ce sont des œuvres qui sont encore enseignées dans les classes premières terminales. Ainsi, nous constatons que ces œuvres du 19e siècle sont reprises au 21e siècle. Ce qui montre que leur forme intéresse encore les lecteurs du 21e siècle. C'est en cela que réside donc leur éternité. C'est en cela que réside leur pérennité. Ça, c'était pour parler du problème littéraire de la relation entre l'œuvre et le temps. Maintenant, nous allons passer au problème dernier, qui est le problème de la responsabilité du héros. Lorsqu'on parle de responsabilité, tu es responsable quand tu es conséquent avec tes actes. Ça veut dire quoi? Tu sais ce qui va arriver quand tu poses tes actes. Et on peut avoir des héros qui ont une vie de modèle. En ce moment, on va dire qu'il est positif. Et on peut avoir des héros qui ont une vie anti-modèle, une vie vicieuse, très mauvaise. Pour la thèse, le héros est un modèle. Comment on reconnaît le héros modèle? L'argument s'y va le dire. Le héros incarne les valeurs morales. Quand on a, par exemple, dans Boumatine et Gavin Bamba Yoko, voilà on appelle que le héros, le personnage central, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse la cause des peuples. Il manifeste le patriotisme qui est l'amour pour sa nation. C'est une valeur morale. On va dire que Edouard Mandabel est un héros modèle. Parce qu'il incarne des valeurs morales. Maintenant, en dehors, on peut trouver que le héros lutte contre les tragédies sociales. Le héros lutte contre les tragédies sociales. Le héros vient combattre les injustices que les hommes sont en train d'endurer. Si l'on entre par exemple dans la croix du Sud de Joseph Boué, avec le héros Wilfrid, c'est vrai qu'à un moment, il a été partisan
du racisme, mais vers la fin, il a été partisan de l'égalité raciale. Et on va considérer dans sa vie vers la fin, il est partisan de l'égalité raciale. Ça veut dire qu'il lutte contre le racisme, qui est une tragédie sociale. On dira de lui que c'est un héros modèle. En thèse de nous avons le héros est un anti-modèle. Un anti-modèle, c'est une contre-valeur. C'est un vice. C'est le négatif. Alors, en argument 1 ici, on aura le personnage central symbolise le vice. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ceci. Lorsqu'on entre par exemple dans Madame Bovary de Gustave Flaubert, cette dame qui a passé tout son temps à tromper son mari, elle a fait ce qu'on appelle la trahison conjugale, qu'on appelle l'infidélité conjugale. Toute sa vie, elle l'a fait. Et c'est un contre-exemple qui n'est pas bon pour la jeunesse ni pour la vieillesse. En ce moment, on va dire qu'elle symbolise le vice, elle va être considérée comme anti-modèle. En dernier argument, nous avons le personnage central est indifférent face aux souffrances humaines. Ça veut dire quoi? Un héros qui passe sa vie à éprouver les plaisirs terrestres, à jouir des plaisirs terrestres sans participer à l'amélioration des conditions de vie quotidiennes de son environnement immédiat ou lointain, devient ainsi un vice parce qu'il laisse prospérer les tragédies. C'est en cela que consistait dans ce soir la dissertation littéraire. Donc nous nous sommes focalisés sur les problèmes littéraires, les thèses qu'on y dégage, ainsi que les arguments contenus à l'intérieur. Alors, j'ai évoqué 2 problèmes littéraires, dont le destin du héros et les sources d'inspiration et l'œuvre littéraire avant de commencer, parce que je ne laisse pas disposer de la route, je ne tente pas de disposer ces problèmes littéraires. Ce soir, donc, je viens vous dire encore merci d'avoir pris part à cet ensemble d'informations littéraires capitales, non seulement pour la première ACD, mais aussi pour la terminale ACD. Et je vous dis merci, continuez à visionner nos vidéos, vous serez toujours édifiés et cela vous sera non seulement utile pour l'école, mais également pour la vie quotidienne, dans le monde professionnel également. Et je vous dis merci de nous avoir suivis.